Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour le résumé de la 9e et dernière manche du championnat de France de rallycross 2019. Une manche disputée à Dreux avec une particularité, en 2019 comme en 2017, une manche qualificative de nuit. Pour commenter cet événement, nous sommes en compagnie de Jean-Sébastien Vigion. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Oui, on se retrouve donc pour cette dernière manche du championnat avec cette particularité, cette manche de nuit qui a attiré le plus grand monde, beaucoup de spectateurs présents à Dreux. Et voilà, des conditions un peu particulières, un challenge sympa pour les pilotes d'avoir cette manche de nuit le samedi soir. Bon, une journée de samedi assez chargée avec non pas 2, mais 3 manches qualificatives. Sans phare de nuit, on va en parler, mais c'est toujours un petit peu spécial. Et toujours la dernière de la saison, certains fêtent leur titre à l'image de Samuel Peu, et puis d'autres jouent des places. En attendant, on va découvrir cette piste qui fait un peu plus d'1 kilomètre de long, 16 mètres de large, en compagnie du local de l'étape, Fabien Chanoine, sur une piste qui porte le nom de son papa. Bonjour à tous, Fabien Chanoine. Je vais vous faire un petit tour à bord de la Clio 4 Rallycross. Donc là on est sur le départ, hop c'est parti, donc départ en 2. On arrive sur le premier virage qui est souvent assez chaud à Dreux parce qu'il est assez fermé, je suis obligé de tirer un peu le câble. Donc là j'ai Samuel qui est devant moi, hop on repart après sur l'épingle gauche qui conditionne tout de suite déjà quasiment la ligne droite pour arriver ensuite sur le droite très rapide avec la parabolique qui est la petite particularité du circuit de Dreux. Et là la vitesse maximum en ligne droite, donc là on est proche des 160 km/h dans le pif-paf, là dans le début du droite, qui déstabilise beaucoup la voiture. Après il faut vraiment réussir à calmer la voiture pour arriver là dans un droite assez lent, pour reprendre tout de suite l'arrivée pour un tour qu'on arrive à faire en un peu moins de 34 secondes. C'est un circuit où il y a énormément de grip. Il est hyper plat, hyper technique parce qu'il faut savoir se placer pour les virages suivants. Il reste intéressant, toujours du public et puis la manche nocturne, ça va être plutôt sympa aussi. Et oui, manche nocturne et circuit un petit peu atypique avec un virage relevé, c'est le seul de l'année. Oui, complètement, seul virage de l'année avec ce banking et pas vraiment de portion de terre aussi également sur le circuit de Dreux. C'est pour ça que ça fait beaucoup de grip, c'est plus du béton je dirais que vraiment de la terre et pour les pneus c'est pas vraiment bon. Donc il fallait vraiment avoir une bonne gestion des pneus en arrivant avant cette épreuve. Il y a une petite appréhension au départ, mais en fait une fois qu'on est dedans, l'éclairage était plutôt pas mal. Mais on a une vision moins lointaine que dans le jour en fait, ça fait un peu comme si on roulait un peu dans le brouillard. Tout le monde ne s'adapte pas de la même façon à la vision nocturne. Ça va forcément changer les distances, la vision des distances qui nous séparent des points de freinage, l'effet et la sensation de vitesse, elle est différente la nuit, même avec de l'éclairage. Pour rouler un peu de mémoire, on a déjà enchaîné 3 séries, les essais libres le matin, donc voilà, on a des repères et on essaie de s'y fier, quoi. On a l'impression de vitesse encore qui est accentuée, je pense, avec la nuit, donc non, c'est un beau spectacle. Déjà l'ambiance autour du circuit, il y avait des animations, tout ça, donc je pense que le public était nombreux, donc ils ne se sont pas trompés, hein, donc il y a vraiment, ils ont fait les choses bien avec les feux d'artifice. Je trouve que le rallycross de Dreux a vraiment pris une ampleur depuis 2-3 ans maintenant. Je pense grâce à la manche de nuit. On voit hier soir que ça a amené énormément de monde et beaucoup de spectacles. Donc je suis vraiment content de ça. Comme on le disait hier avec Jessica Tarrière, pour l'honneur de mon père, je suis vraiment content. C'est forcément particulier de rouler de nuit sans phare. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Jean-Sébastien? Oui, c'est vraiment un challenge. Comme disait la plupart des concurrents, on n'a pas vraiment de repères, donc c'était très difficile. La sensation de vitesse était plus élevée et pourtant on était moins vite. Et on va passer tout de suite aux demi-finales de la catégorie Supercar avec une place de vice-champion qui joue entre vous, Jean-Sébastien, et Philippe Malouagne. On écoute votre rival. Le titre de vice-champion de France, parce que bon, même si au départ l'idée c'était d'aller chercher le titre de champion de France, Samuel, on va dire, c'est clair, est au-dessus du lot, mais vice-champion c'est également un titre. On serait bien de l'avoir, effectivement, quand même, c'est clair. Et puis Jean-Seb aussi, il aimerait bien l'avoir parce que ça va être certainement sa dernière année.
Alors on va en parler de cette demi-finale à ce stade de la compétition. En arrivant à Dreux, Philippe Malouane était un tout petit peu devant vous. 5 points 5 points avant de, voilà. Et avant cette demi-finale, on en est où? Et on a repris 2 points en fait, on s'en est bien passé par les manches qualificatives. On a réussi à reprendre 2 points à Philippe qui lui était un peu plus dans le dur, on dira. Voilà, et là maintenant l'objectif pour moi est très clair au départ de cette demi. Il faut être devant Philippe pour continuer à reprendre des points et dans l'idée continuer après, si on passe tous les deux en finale, à continuer devant. En fait, si on est devant là en permanence, même d'une place devant, ça suffit pour aller chercher cette place de vice-champion. On rappelle la donne pour les demi-finales, on part pour 6 tours de piste avec un passage obligatoire par le tour joker qui coûte à peu près une seconde. Un peu plus d'une seconde sur ici à Dreux. Et à l'arrivée, on retient les 4 premiers classés pour la finale. Voilà, on retrouve Fabien Payet du coup un très très rapide ce week-end sur la première ligne, moi au milieu et Philippe Malouane, mon adversaire direct à l'extérieur. David Mélier et Romuald Delaunay sur la deuxième ligne. Patrick Guilherme, Xavier Lemonnier sur une DS3 du team Knappik et Emmanuel Anne, 8 pilotes. Il y aura forcément un écrémage de 50% à l'issue de ces 6 tours de course. On vous voit vous concentrer. Il y a un peu de pression au départ de cette demi. Et top, c'est parti pour 6 tours de course. C'est mal parti pour Patrick Guilherme avec la Hyundai i20. On arrive tous les 3 de front ici à ce premier droite assez serré. Philippe voilà, est à l'extérieur et se fait un petit peu coincer et complètement coincé même par un contact après Romuald Delaunay. Et là c'est terrible. Ça bascule tout, hein, ça bascule tout dès le deuxième virage. Surtout que bon, non seulement il a perdu des places, mais il a perdu énormément de temps derrière, coincé par Romuald Delaunay. Et c'est très important parce que ça peut jouer également la qualification pour la finale, donc c'est assez important. Alors en tête, on retrouve Fabien Payet devant vous, Jean-Sébastien Vigion, 3e place pour David Mélier et Emmanuel Anne, 4e. Il y a beaucoup de DS3 dans le top 4. Ouais, les DS3 à la chasse de la 208 hein, quand même, mais c'est vrai que Fabien Payet était vraiment très très rapide ce week-end. Voilà, il va tout de suite faire l'écart dès le début de course. J'essaie vraiment de rester accroché derrière, mais très très difficile. Il y a quand même une différence de technologie entre nos deux autos qui font qu'ils s'échappent logiquement. Et oui, on le rappelle, hein, l'équipe AI roule avec des 208 officiels ex-Ensen de l'année 2016 de mémoire. Voilà, les mêmes voitures qu'avait Antoine Massé l'an passé lorsqu'il est devenu champion de France. Donc vraiment des très bonnes autos. On voit derrière David Mélier. Par contre très bien et très régulier encore tout au long du week-end, lui avec une voiture que le team Mélier font eux-mêmes et beaucoup de mérite de ce côté-là. Et Emmanuel Anne qui est 4e et voilà, quand on regarde un peu plus loin au classement, Xavier Lemonnier, Romuald Delaunay et Philippe Malouane qui sont coincés. Je ne suis pas informé à ce moment-là dans la radio que Philippe est si loin. Mais je vois. Je vois qu'en revenant de la piste, en fait, on se croise et je me doute qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, on a passé le cap de la mi-course dans cette demi-finale. Toujours pas de tour joker pour le leader Fabien Payet, pas plus que pour vous, Jean-Sébastien Vigion ou David Mélier. En revanche, c'est fait pour Emmanuel Anne, Xavier Lemonnier, Romuald Delaunay et Philippe Malouane. On est en compagnie de Philippe Malouane, 7e. Et regardez l'écart qui le sépare de Romuald Delaunay. Peut-être que la voiture est un petit peu endommagée dans le contact du départ parce qu'il perd du terrain. Oui, c'est très difficile, hein. C'est vraiment du sprint. Le circuit est court et très difficile de remonter comme ça. Quand on se joue à 1 ou 2 dixièmes au tour, il est très difficile de reprendre 5-6 secondes voilà, en 7 tours. David Mélier dans le tour joker. Ouais. On le voit, il est à l'intérieur de la piste. Alors qu'on retrouve ici Fabien Payet. On a vu que Patrick Guilherme avait abandonné avec sa Hyundai i20. Et là, le spotter vous a dit on attend le dernier tour, hein. C'est ça la stratégie. J'ai pas trop d'infos, mais je me doute que voilà, il faut continuer à pousser. Je me concentre vraiment sur ce que fait Fabien devant, essayer de maintenir le rythme au maximum. Comme je disais tout à l'heure, on a aussi la stratégie pneus qui est en jeu, donc il faut garder les pneus pour la finale, il ne faut pas faire tout n'importe quoi. Voilà, je rentre dans le joker un tour avant la fin. La sortie. Et vous conservez votre 2e place qualificative pour la demi-finale et peut-être mieux. Même si le spotter ne le dit pas, vous en doutez. Oui, complètement. Je calcule, j'ai calculé des semaines avant et je sais pertinemment ce qu'il faut faire pour reprendre un maximum de points. Donc voilà, je me doute que si Philippe n'est pas directement en contact derrière moi, je vais pouvoir reprendre pas mal de points au bout du championnat. Fabien Payet, le leader qui rentre à son tour dans le tour joker. Très très sinueux sur cette piste. Et délicat, avec un freinage dans un droite pour une épingle gauche, donc une entrée de joker assez délicate. On sort avec beaucoup d'avance. Et Fabien Payet s'impose dans cette première demi-finale devant vous, Jean-Sébastien Vigion, à un tout petit peu moins de 4 secondes. 3e place pour David Mélier ici à l'écran, 4e place pour Emmanuel Anne. Et ça a été
chaud face à Xavier Lemonnier. Et voilà. En revanche, Philippe Malouin, eh bien, c'est le héros malheureux de cette demi-finale. Voilà. Il avait remporté la première manche, le premier leader du championnat. Bon, il va être sur le podium du championnat de France 2019. Voilà, ce qui le m'offre, troisième. apparemment, où Philippe n'est pas qualifié dans cette finale, ça m'offre cette place de vice-champion. Il me suffisait d'être au départ de la finale à ce moment-là pour être vice-champion. Et là, vous en discutez avec les spotters. À quel Ouais, moment vous la prenez? Là, je vais la prendre sans trop tarder. Je vais leur poser la question. Là, ouais, ils sont en train de me parler. C'est à ce moment-là, et oui, ils me le disent. Confirmation du classement de cette demi-finale avec la victoire de Fabien Payet qu'on va retrouver en finale avec vous, Jean-Sébastien Vigion, David Mélier, Emmanuel Hahn. Et ça s'arrête là pour Romuald Tolonnet, Xavier Lemonnier, Philippe Malouin et Patrick Guilherme. Très sportivement, eh bien Philippe Malouin vient vous féliciter parce que lui aussi le sait. Oui, c'est vraiment un garçon très sportif et avec qui on a vraiment bien bataillé tout au long de l'année, avec également Samuel, voilà, tous les clients du Supercar. Et on passe tout de suite à la seconde demi-finale où on va retrouver Samuel Peu, le champion de France qui a été titré à Mayenne. À la fin, à Mayenne. Et il aura fort à faire avec Jonathan Payet, avec Philippe Chanoine. Fabien Chanoine. Pardon. Philippe, c'est la piste, c'est le nom de son papa qui s'était imposé sa dernière victoire en championnat de France de rallycross. C'était ici en 2016, me semble-t-il. Alors, en deuxième ligne, on retrouve David Olivier. Jochen Cox, Cox, le Belge, et Sapolo. Démonstratif belge. Rodolphe Audran, qui vient tout droit du championnat d'Europe après avoir fait tout le championnat d'Europe. Kevin Jacquinet, ici à l'écran. Donc confirmation de la première ligne. Samuel Peu, le champion de France en titre. Jonathan Payet. On avait oublié Stéphane de Gannet, voilà, également sur la deuxième ligne aux côtés de David Olivier. Jochen Cox, Rodolphe Audran et Kevin Jacquinet. Les 8 pilotes de cette seconde demi-finale. Supercar, on rappelle les performances, un tout petit peu moins de 600 chevaux, pas loin entre 550 et 600, suivant les générations de voitures. 600 pour certaines. Pilote à bord. Ça va partir. C'est parti. Samuel tout de suite très vite en action. Attention à ce premier Stéphane de virage. Gannet derrière qui vient au contact de Samuel Peu qui va sortir deuxième. Fabien Chanoine qui s'est bien passé. Oh, attention, ça touche derrière. C'est Rodolphe Audran, me semble-t-il. Qui est touché avec Jonathan Payet. En tête, Samuel Peu, voilà, Rodolphe Audran. On voit un peu ce qui s'est passé. Jochen Cox également qui est bien parti. Ouais, qui a poussé un peu tout le monde. Ouais, Qui s'est fait pousser également derrière. Tout le monde se touche et c'est vraiment un peu un fait de course. Rodolphe Audran qui s'y met tout seul en fait, qui monte sur Jonathan Payet. Et on retrouve Samuel Peu en tête devant Stéphane de Gannet et sa Citroën DS3. Très bien parti, Jochen Cox très bien parti de la dernière ligne également. Emmanuel Chanoine, David Olivier. On va regarder le retour de Jonathan Payet qui est 6e pour le moment, mais je pense qu'il va tout donner pour remonter. Jochen Cox 3e et pourchassé par Fabien Chanoine qui joue à domicile sur cette piste. Fabien qui connaît bien la piste et voilà. Il n'a pas de secret pour lui. Oui, de nuit ça a pas dû trop le déranger. De nuit sans phare. Non, je pense pas. Samuel Peu qui s'échappe. Déjà, il est parti. Là, je pense qu'il profite du fait que Stéphane de Gannet temporise un petit peu derrière. Jonathan Payet qui est déjà revenu. Fabien Chanoine rentre dans le joker. Ça va libérer du coup Jonathan. Ouais, peut-être que Fabien Chanoine disait qu'il perdait un petit peu de temps derrière Jochen Cox. Du coup, voilà, il a préféré rentrer dans le tour joker. Et ça peut faire les affaires de Jonathan Payet si chacun rentre à son tour devant. Il ressort devant Olivier. David Olivier, ça Logan. Donc il est 5e pour l'instant, non qualifié, mais il a effectué son passage par le tour joker, au contraire de Samuel Peu, Stéphane de Gannet, Jochen Cox et Jonathan Payet. Ouais, cette enfilade, c'est vraiment magique avec les supercars. On arrive très très vite ici en 6 et beaucoup de précision volant, c'est vraiment un endroit magique. Stéphane de Gannet, il était 2e, il est dans le tour joker avec on va voir où est-ce qu'il ressort. On va surveiller notamment par ça rapport ressort à derrière Fabien Jochen Chanoine Cox et Jonathan Payet. Et devant Chanoine. Jonathan Payet qui attaque là sur Jochen Cox. Qui va le décroiser, c'est magnifique ça. Il se remet à côté du Belge et ça passe pour Jonathan. Magnifique manœuvre. Alors, il y a le Jochen Cox qui revient et ça c'était pas forcément obligé. Elle est drôlement abîmée la voiture de Jonathan Payet. Elle était abîmée à gauche et là elle est abîmée à droite désormais. Jochen Cox qui est un peu raté sur le frein et qui est monté sur Jonathan. Et on l'a vu avec les sangles obligatoires en championnat du monde parce qu'ils ont roulé à l'OEAC et à
une autre manche également. Et en Suède également. Suède également pour gagner leur billet pour l'OEAC. Donc c'est les normes en vigueur en championnat du monde 2019, les sangles. Samuel Peu, le leader, pas inquiété. Tranquille Samuel. Il a fait son passage par le Tour Joker, il est toujours en tête. Ça revient aussi pour Jonathan Payet, pour Fabien Chanoine sur Stéphane de Ganay. Dernier tour. Jonathan Payet lui est rentré dans le Tour Joker. Hein. On va voir où est-ce que ça ressort. Voilà, Jonathan Payet dans le Tour Joker. Il y a vraiment de l'engagement. Oui, on sent de la volonté, de l'engagement. Il a fallu remonter parce que c'était mal parti. Et ça ressort deuxième. Bien joué. Et voilà, c'est fait pour. Avec une voiture par contre. Non, pas encore. Il reste un tour. Une voiture qui a vraiment subi. Alors, un tour qui va sembler long pour Stéphane de Ganay parce qu'il est sous la pression mais directe de Fabien Chanoine et sa Clio jaune et noire. Bon, la ligne droite, ça paraît dur de dépasser alors que Jochen Cox. Je mets de l'engagement. Maintenant, il peut finir les pneus. Parce que pour l'instant, il est 5e et non qualifié. Les voitures ont pas mal souffert. On voit la voiture de Fabien Chanoine bien abîmée. Stéphane de Ganay qui s'en sortirait bien. Hein. Deux épreuves cette année, 2 fois en finale. Cette fois, c'est fait pour Samuel Peu, qualifié. Vainqueur de cette seconde demi-finale est qualifié. Victorieux devant Jonathan Payet avec ses 208 bien abîmés. Stéphane de Ganay, sa DS3. Fabien Chanoine et sa Clio. En revanche, ça s'arrête là pour Jochen Cox, David Olivier, Kevin Jacquinet et Rodolphe Audran. Confirmation du résultat. Avec une course assez tranquille pour Samuel Peu, il a évité les embûches au premier virage. Le seul de la demi à avoir une course tranquille et s'est échappé devant. Il sera donc en pole position de la finale. Et on va s'intéresser à la catégorie Super 1600. Des voitures qui roulent également en championnat d'Europe. 2 roues motrices, un moteur de 1600 cm3 de cylindrée, des puissances qui évoluent entre 250 et 280 chevaux, des voitures assez rigides et malgré tout très performantes. Vous les connaissez bien, c'est des voitures très performantes. On est plus quand même sur des puissances autour de 230 chevaux. Voilà, ce petit moteur 1600, des voitures qui ont évolué là, pour la plupart en championnat du monde des rallyes il y a une dizaine d'années, mais aussi qui laissent libre cours à certains, je dirais, entre guillemets, génies de construire des voitures, comme en est la Twingo ou certaines 208, qui sont des voitures non pas de constructeurs, mais artisanales, mais qui fonctionnent très bien. Et le principe est même, on part pour 6 tours de course, un passage par le Tour Joker. On va retrouver Jimmy Terpero, qui n'a pas participé à toutes les manches, avec cette Citroën C2 jaune fluo. Nicolas Houzon, qui lui joue une place en un podium en championnat de France. Qui est en deuxième position avec sa petite Twingo Martin blanche, Massé avec rouge et bleu. La Clio 3 qui est en troisième position. Julien Ardonnière, Jérémy Lambec. Avec cette Skoda qui a fait forte impression. Voilà, on voit le style de Jimmy Terpero. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pilote avec beaucoup d'engagement. Qui a mis beaucoup de volonté derrière le volant. On voit beaucoup de transfert de masse et on s'appuie sur les roues avant pour Jimmy. Et on met flat, comme on dit, dans le milieu. Flat, on écrase la pédale d'accélérateur. Ouais, c'est ça. Vraiment, on réfléchit pas trop. On met vraiment du gaz. Un style spectaculaire et à la fois efficace. Il connaît très bien cette C2 Super 1600. Et oui, mais il ne décroche pas Nicolas Houzon ici à l'écran. Deuxième. Nicolas Houzon qui est vraiment arrivé cette année à trouver la performance. Performance sur toutes les pistes. On l'a vu souvent aux avant-postes. Et voilà, c'est pas étonnant de le trouver là dans le pare-choc arrière de Jimmy Terpero. Quelle remontée également de Julien Ardonnière. C'était un début de saison un peu compliqué. Il a changé de décoration sur sa Suzuki Swift. Et ça, apparemment, ça a tout changé. L'ancienne lui portait malheur. C'est lui qui l'a dit, mais en tout cas, c'est vrai que depuis qu'il a changé de décoration, ça va beaucoup mieux pour Julien Ardonnière. Actuellement 4e et qualifié. On est avec Martin Massé 3e. Justement, il contient Julien Ardonnière juste derrière lui avec sa Swift Super 1600. Et il devance tous les deux un certain Jérémy Lambec qui a terminé 2e à Mayenne. Oui, au volant d'une très performante Skoda Super 1600. Donc ça montre aussi le niveau de cette catégorie Super 1600, des garçons qui vont très vite. Et ça ne suffit pas d'avoir une voiture performante, il faut vraiment s'en donner pour être devant. Et trouver les bons réglages d'une piste à l'autre, des pistes qui sont assez différentes. Ça évolue beaucoup sur Rallycross français. Les revêtements évoluent d'une piste à une autre. Donc il faut sans arrêt arriver à adapter sa voiture pour être performant. Martin Massé pour l'instant 3e. Il emmène un peloton composé de Julien Ardonnière et désormais Jérémy Julien Ardonnière qui du coup rentre dans le Tour Joker.
est bloqué derrière la Clio. Et devant, il y a toujours Terpero devant et Ouzan. C'est le premier des leaders à rentrer. Et il ressort juste devant le papa, devant Franck Cardonnier. Ouais, donc il n'y aura pas de mésentente normalement. Non, normalement, il n'y a pas de souci. On retrouve les leaders, Jimmy Terpero devant Nicolas Ouzan. Lequel des deux va rentrer le premier dans le tour joker? Nicolas Ouzan au contact. Jimmy Terpero ne le lâche pas. Nicolas Ouzan est là, il ne peut pas porter l'attaque, mais il le suit. Il est au contact depuis le début de cette demi-finale. Et c'est Jimmy Terpero qui est rentré. Qui se décale, qui rentre en premier. Martin Masse également. On a vu la Clio grise et orange et il ressort devant Jérémy Lambec, Jimmy Terpero. Alors, est-ce que donc de volant sur la C2? Est-ce que virage. Jérémy Lambec était 5e avant la salle des passages par le tour joker. 5e, premier des non qualifiés. Est-ce qu'il va parvenir à gagner son billet pour la finale? Sachant qu'il va devoir à son tour effectuer un passage par le tour joker. Alors également par rapport à Nicolas Ouzan, Jimmy Terpero. Alors Nicolas Ouzan dans le tour joker, on va surveiller la sortie pour savoir qui va s'imposer dans cette première demi-finale Super 1600. Bon, il n'y a rien à dire, c'est parfait pour Nicolas Ouzan, mais pas suffisant. Pas suffisant. Et c'est Jimmy Terpero qui s'impose devant Nicolas Ouzan, troisième place Martin Massé. Et Julien Ardonner qui ont réussi. Et il y a eu un problème pour Lambec, une crevaison à l'avant-gauche. Et voilà, Nicolas Ouzan, deuxième derrière Jimmy Terpero dans cette première demi-finale. Bon qualifié donc. Qualifié Jimmy Terpero, Nicolas Ouzan, Martin Massé, Julien Ardonnier. Non qualifié Jérémy Lambec, Franck Cardonnier le papa, Emmanuel Guillermo et Jérôme Molac. Une page de publicité. On se retrouve tout de suite après pour la suite de ce championnat de France de rallycross à Dreux. De retour à Dreux pour la dernière manche du championnat de France de rallycross 2019, toujours en catégorie Super 1600. On va s'intéresser à la seconde demi-finale avec un pilote invité, 4e du dernier championnat d'Europe. I drove in Euro this season, so I wanted a bit to practice. J'ai roulé en championnat d'Europe cette saison, nous dit Yuri Belivski. Je voulais essayer un autre championnat, un bon championnat national. Et en France, le Super 1600 est bien réputé. Et c'est ma première année en rallycross, donc j'ai besoin d'expérience. D'où le but de ma démarche. Ce que je peux vous dire, c'est que le Super 1600 est mieux considéré dans les championnats nationaux que dans le cadre du championnat du monde. Dans notre catégorie un petit peu oubliée, c'est pas diffusé, on n'en parle pas trop. Et ici, les gens s'intéressent beaucoup à notre catégorie. Ça, c'est très agréable, ça fait plaisir, nous dit le jeune Yuri Belivski, 4e donc dernier championnat d'Europe Super 1600 avec une victoire, c'était à Spa. On retrouve sur cette première ligne, vrai, une voiture quand même assez monstrueuse. Voilà, très très bonne voiture du championnat d'Europe, la même que le champion d'Europe. Donc tout de suite ça aide quand même pas mal. Oui, les 4 premiers du championnat d'Europe Super 1600 2019 roulaient avec une Audi A1. Donc c'est la voiture la dernière année qui est très efficace. Et il met à mal la domination d'Yvonique Jagu. On retrouve également David Moulin, sa Dacia Sandero, Valentin Comte qui jouait la 2e place du championnat. Mais c'est la Dacia Sandero qui l'a emporté. Du coup également la 3e face à Nicolas Ouzan. Et même Jimmy Terpero. Donc ça va être très serré. Des enjeux, c'est parti pour 6 tours de course également. Avec un bel envol. Qui démarre très bien devant ça tout gère pour Yvonique Jagu. Valentin Comte très bien parti qui sort ici 3e devant David Moulin. Romain Longer également là qui tente l'extérieur sur David Moulin, ça a touché. Et du coup c'est Paillardon qui va peut-être gagner une position. On retrouve ici Yuri Belivski en tête devant Yvonique Jagu. 3e place pour Valentin Comte. Yvonique Jagu qui voulait vraiment avoir des pilotes références pour entre guillemets se tester. Là pour le coup il est servi. Il est servi. Avec une référence, une pointure, un pilote qui s'est imposé en championnat d'Europe cette année, 4e du championnat, une voiture également. Eh bien, c'est un petit peu ironique parce que c'était le premier à faire rouler une Audi A1 en rallycross. C'est vrai. Ouais, il y a eu roulé avec une Audi A1 Super 1600 à l'époque. Et voilà, il est le Suisse russe qui dispose également d'une Audi Super 1600, mais vraiment d'une autre génération. Ouais, c'est pas la même. Non. Elle est fabriquée par le team Voland. On a vu Valentin Comte qui tient le rythme d'Yvonique Jagu. Autant dire qu'il est
déterminé, le jeune Haut-Savoyard pour... qui réalise une très belle saison pour sa première saison en championnat de France Super 1600. Lui qui est champion de France junior l'an passé arrive réellement à se battre avec des voitures même plus performantes que la sienne. Donc je dirais que c'est un peu la révélation de ce championnat Super 1600. Il a été présent tout le long, a subi quelques problèmes mécaniques, mais malgré tout toujours très rapide. On est avec David Moulin, 4e. Il n'a pas effectué de passage par le Tour Joker. Il est un petit peu harcelé par Anthony Paillardon. David Moulin qui a envie de bien faire. C'est aussi un pilote local et qui avait vraiment envie de réaliser quelque chose de bien devant son public. Et il faut encore, il faut dans un premier temps terminer dans les 4 premiers de cette demi-finale et ensuite pour figurer en finale espérer de faire un bon résultat. Pas de souci pour Yuri Belevski qui commence à s'échapper. Il est devant mais il met pas demi-tour à tout le monde. Et devant Yvonique Jagu et Valentin Comte. Non mais les écarts se creusent petit à petit avec une voiture qui ne prend pas du tout de roulis. Vraiment une voiture typée un peu différemment, qui vit à plat partout, qui prend très peu de roulis. On voit même qu'il n'a pas forcément les trajectoires les plus idéales, mais la voiture compense. Et oui, on a l'habitude en France de voir, regardez, les voitures sur 3 roues, la roue arrière intérieure qui se lève. C'est pas du tout le cas de... C'est impressionnant, vraiment impressionnant d'avoir roulé cette voiture tout au long du week-end. Vous sentez qu'il ne forçait pas. Et ça passe pour David Moulin qui ressort après son passage par le Tour Joker devant Anthony Paillardon. On est en compagnie du pilote de la Dacia Sandero qui nous a embarqué. Et il reste que les 3 premiers pilotes du coup qui n'ont pas pris leur Tour Joker. Ça va se décider dans ces derniers tours. Le leader ici à l'écran, est-ce qu'il va attendre le dernier tour ou s'engouffrer dès maintenant dans la boucle? On va le savoir très vite. Ça sera dans le dernier tour. Pour Jagu qui a pris le Tour Joker. Il restera du coup Valentin Comte et le pilote de l'Audi qui vont s'engouffrer dans un dernier tour dans le Tour Joker. C'est la deuxième apparition en France de cette Audi A1. La première fois c'était à Loyac dans le cadre du championnat du monde. Donc Yuri Belevski, on l'a vu, le jeune pilote suisse, licence suisse, rentre dans le Tour Joker. Même pas l'impression qu'il a roulé sur le vibreur. Elle avale tout cette Audi, très bien équilibré. Valentin Comte également dans le Tour Joker. On va essayer de suivre le pilote de l'Audi. Le volant est plus à tourner et Valentin Comte qui ressort juste derrière Yvonique Jagu. Le classement de cette seconde demi-finale Super 1600. Belevski qui s'impose devant Yvonique Jagu et Valentin Comte. 4e David Moulin. Ces 4 pilotes sont qualifiés pour la finale. En reste là Anthony Paillardon, Romain Longé, Dominique Gerbeau et Stéphane Champin. Et la confirmation du classement de cette Audi A1 qui va faire figure d'épouvantail. Mais il y a encore une finale de 7 tours à disputer avec les aléas qu'on peut connaître en rallycross. On passe maintenant à la catégorie D3, une spécialité française. Il s'agit de voitures équipées de 4 roues motrices, un moteur atmosphérique de 6 cylindres et 3500 cm3 de cylindrée, des voitures qui développent grosso modo 450 chevaux. En termes de performance, c'est ce qui est le plus proche d'une supercar. Oui, complètement, 4 roues motrices, voilà, position centrale arrière pour les moteurs, châssis tubulaire, après on met la peau, je dirais, de la voiture que l'on veut par-dessus. Voiture très très performante et c'est ce qui se rapprocherait le plus du style de conduite d'une supercar. Et pour couronner le tout, on joue un titre entre, alors non pas Xavier Briffaut, Maxime Sordet et David Leferrand qui sont en première ligne, mais entre Benoît Morel et David Vincent qui se partagent la deuxième. Ligne. Le titre de vainqueur de la Coupe de France 2019 catégorie D3 se joue. Il y aura également Pascal Lecamus, David Durand et Nicolas Pauclet. Sa magnifique Mercedes classe A. Le principe, on part pour 7 tours de piste, un passage par le Tour Joker, les 3 premiers sur le podium et on fera les comptes pour savoir qui remporte cette Coupe de France D3 2019. Sordet qui a réussi un très bon envol, il a freiné un peu plus tôt que les deux copains. C'est Xavier Briffaut avec la mini jaune. Et Benoît Morel très bien parti depuis la deuxième ligne qui est passé en travers les gouttes de ce premier virage. Il se retrouve deuxième derrière Maxime Sordet en tête avec la DS3 noire et orange. Deuxième Benoît Morel. 3e place pour Xavier Briffaut. Pardon. David Vincent 4e. Et voilà, c'est ce qui nous intéresse, la lutte pour le titre entre Morel 2e avec cette Ford Fiesta toute blanche et David Vincent et sa Clio
Et Maxime Sordet qui court toujours après sa première victoire en Détroit. Mais là, c'est peut-être l'occasion, même si très bien, ça va être dur. Très bien, enfin pas très bien parti, mais a très bien réagi à ce premier virage, a réussi à passer, laisser ses deux compères un peu se bagarrer, et lui a réussi à décroiser tout le monde pour sortir devant. C'était très bien joué. Et regardez toute la détermination de Benoît Morel, deuxième. Xavier Briffaut qui rentre dans le tour joker assez rapidement. décale sa stratégie. Alors, comment ça se passe pour Briffaut qui est très rapide pour leur dimanche qualificative. Il ressort derrière Nicolas Bouclé. Il ne sera pas bloqué par une voiture. Donc maintenant, Xavier Briffaut va pouvoir vraiment faire des temps. Vincent, troisième. Et Nicolas Bouclé qui est à l'aise, qui tient la cadence de David Vincent. On va voir la stratégie des leaders. Maintenant, soit il faut aller tout de suite contrer Xavier Briffaut, ou alors on insiste, on reste en piste. On va voir ce qu'ils choisissent. Et voilà, Benoît Morel qui va contrer tout de suite Xavier Briffaut. C'est bien vu. Et regardez, Nicolas Bouclé qui s'énerve un peu. Là, il y a David Vincent qui en fait trop. Qui contre la trajectoire, c'est trop. Et il fait les affaires de Benoît Morel qui est venu ici bloquer Xavier Briffaut. Ça va être une mauvaise opération pour le pilote de la Mercedes. Du coup, maintenant, il n'est pas encore lui rentré dans le tour joker. Ça va se jouer devant, on va voir. Entre Benoît Morel, Maxime Sordet et David Vincent. Xavier Briffaut qui piaffe d'impatience derrière Nicolas Bouclé. Attention derrière à Le Ferron également. Maxime Sordet rentre dans le tour joker. On va voir est-ce que le pilote de la DS3 ressort. Ça va être chaud. Ça ressort derrière David Vincent, c'est sûr. C'est devant Benoît Morel, c'est l'essentiel est préservé. Allez, maintenant il va falloir continuer à pousser parce que David Vincent lui est parti devant. Maintenant David Vincent a tout intérêt à essayer de faire un maximum de tours rapides pour rentrer dans le dernier tour, dans le tour joker. Maxime Sordet toujours deuxième. Maxime Sordet qui... Mais j'ai l'impression qu'il s'occupe plutôt de contrer Benoît Morel. Il est en train de contrer Benoît Morel, il essaie de le bloquer, mais on ne s'occupe pas de David Vincent. Ça va faire son jeu du pilote de la Clio qui lui peut s'en aller devant. Oui, il est tout seul, il n'y a pas d'adversaire devant lui. Complètement. Et là, certainement. Et il y a deux tours, donc deux tours, il y a moyen de faire un écart. Et là, on peut compter sur son spotter pour dire dans ces conditions, il vaut mieux attendre le dernier tour pour s'engouffrer dans le tour joker. Ouais, Maxime Sordet qui protège beaucoup trop là. Il est vraiment en train de protéger sa position. Et regardez ça bouchonne derrière. Il y a 4 voitures. Il y a Benoît Morel, il y a Nicolas Bouclé, il y a Xavier Briffaut, il y a David Le Ferron également avec sa Peugeot 208. Et il est sportif parce que il joue un titre derrière Benoît Morel. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu énervant, il faut trouver de l'ouverture. Peut-être aussi limite en pneus, il y a peut-être plusieurs choses qui font que, mais ouais, il protège vraiment énormément sa position. Nicolas Vincent a complètement raison, il est en train d'enchaîner les tours rapides. Nicolas Bouclé dans le tour joker. Regardez désormais toujours Maxime Sordet qui protège sa position, toujours 3 voitures derrière. Derrière on se décale, un petit contact entre Le Ferron et Briffaut. Ça commence à bouchonner un petit peu derrière. Benoît Morel va-t-il trouver l'ouverture? Mais j'ai peur que ce soit trop tard, quoi qu'il arrive. Très difficile d'arriver à trouver l'ouverture. On va peut-être ici à l'intérieur. Non, ouais. Et Maxime Sordet qui referme aussitôt la porte. Xavier Briffaut qui arrive également à son tour. Le leader, logiquement, on coupe beaucoup du côté de David Vincent. On coupe encore côté de Clio. Ça va ressortir. Et ça va ressortir. Largement devant. Ça ressort largement devant. Largement devant. La victoire pour David Vincent. Devant Maxime Sordet, 3e place pour Benoît Morel, 4e place pour Xavier Briffaut, 5e place pour David Le Ferron, David Durand 6e, Nicolas Bouclé 7e, Pascal Le Camus 8e. Et un nouveau titre pour David Vincent. Maxime Sordet, eh bien, il a sauvé sa position. Il est content, Maxime Sordet, même si c'est toujours pas la victoire. Ouais, non, mais je pense que voilà, il est content du podium. C'est vrai qu'il avait malgré tout, je pense, le potentiel pour aller chercher la victoire ce week-end. Et la joie pour David Vincent sur le toit de sa Clio. Il a défendu son titre brillamment. Et Xavier Briffaut, bien qu'il salue tout le monde. Xavier Briffaut qui annonçait que c'était la dernière course qu'il effectuait. Il va arrêter le sport automobile. Il faut se méfier de ce que disent les pilotes. Au moins en 2020, on ne le verra pas. On va voir s'il tiendra. Au moins sur le début 2020. Ça mérite bien quelques donuts. On écoute le vainqueur de la course et le vainqueur de la coupe. J'avais vraiment envie de bien finir, mais je me voyais pas gagner aujourd'hui. J'ai pas été le plus rapide du week-end à aucun moment.
Bon, par contre, ouais, c'est quand même une finale d'anthologie et celle-là, elle restera gravée dans nos mémoires. Et ouais, je suis vraiment super heureux de finir, de gagner un titre et puis de finir de cette manière, c'est forcément beaucoup plus sympa, quoi. Le podium avec Benoît Morel, 3e. Et oui, forcément, quand on jouait un titre, eh bien, il y a peut-être un peu d'amertume. Déception, forcément. La 2e place pour Maxime Sordet qui, lui, est très content. Très beau résultat. Très belle finale. Et puis voilà, c'est le soir. Maxime Sordet. Beaucoup de supporters pour Maxime Sordet. Jeu à domicile. Et David Vincent, vainqueur de la course et de la coupe. Confirmation au classement, il remporte cette coupe 2019 de la division 3 devant Benoît Morel et Xavier Briffaut. 4e place pour Maxime Sordet, David Leferrand 5e, Nicolas Boclet 6e. Et ça mérite bien une petite douche au champagne. Après la D3, la D4, autre spécialité française, des voitures de 2 roues motrices, des moteurs de 2 litres de cylindrée atmosphérique et une puissance un peu supérieure au Super 1600. Un peu supérieur au Super 1600, ouais, ça se rapproche pour les connaisseurs un peu du groupe F2000 en rallye, voilà, ou pas. Des voitures un peu plus performante, un peu plus puissante que les Super 1600, mais typées sur le même principe, voilà, traction avant. Alors, en D3, en D4, pardon, on connaît déjà le vainqueur de la Coupe 2019. Il s'agit de Xavier Gobil. On connaît déjà le nom du 2e, Jean-François Blaise. En revanche, pour la 3e place, eh bien, ça va se jouer entre Dorian Deslandes, le Benjamin du plateau, 16 ans, Tony Bardot et Jessica Tarrière. Pour l'instant, Sébastien Leferrand est 3e, mais il est absent à Dreux, donc il ne pourra pas défendre sa position. Donc là, ça va être très serré, c'est pour la 3e place. Il n'est pas qualifié, hein, lui, dans cette finale, donc je pense que Dorian Deslandes a su un bon résultat. Il était en première ligne avec Xavier Gobil à ses côtés. Ouais, attention derrière, c'est Jean-François Blaise qui se fait un petit peu bousculer avec la kilo jaune. Ici, ouais, il y a un petit peu de caisse mécanique pour Yann Lelay qui se retrouve ici à l'extérieur. Xavier Gobil en tête devant Dorian Deslandes. La 3e place, c'est pour Jean-Michel Guérin. On est en compagnie de Dorian Deslandes, 16 ans, première saison en sport automobile. Une des révélations également de ce championnat. Il a été vraiment très performant tout au long de l'année, a réussi à aller même chercher une victoire. Il a fait une manche de nuit également redoutable le samedi soir. Un garçon plein de potentiel, voilà, je pense tout un avenir bien tracé pour lui dans le monde du sport automobile. Alors 16 ans, première saison en sport automobile, mais il avait fait du karting avant, hein. Attention. Oui, mais je veux dire, première année quand même dans une caisse fermée, on va dire. Et voilà, avec c'est quand même différent du karting. Donc on voit qu'il a une très bonne science de la course, toujours là où il faut, comme il faut. Mais après, il fallait arriver à mettre tout ça en place sur les pistes de rallycross qu'il a réussi à faire malgré son jeune âge. Et pour l'instant, il est 2e Dorian Deslandes, derrière Xavier Gobil qui commence à s'échapper. Et il faut résister pour Dorian Deslandes à la place 66 qui tire ses dernières armes. Qu'on ne verra plus l'année dernière. On arrive en fin de réglementation, ce qui est quelque part pas plus mal. On va avoir des voitures un peu plus modernes dans cette division 4. Depuis le temps que l'on voit des 306 aux avant-postes, ça va faire un petit peu de changement pour l'année prochaine. Jean-François Blaise et le 2e de la D4 2019, qui lui est 4e, qui a gagné une position mais qui a perdu pas mal de temps. Il y a un écart assez important qui le sépare du 3e Jean-Michel Guérin et de sa Peugeot 206. On voit également des choix de voitures différentes entre ces voitures très larges comme la 306 ou voies étroites comme celle de Dorian Deslandes. Voilà, vraiment c'est division 4 qui permet à chacun de faire ce qu'il veut et d'aller chercher le meilleur compromis. On voit des voitures qui sont équivalentes en performance, hein, parce que Dorian Deslandes arrive à se battre avec ces voitures qui sont bien plus larges que la sienne. Ouais, c'est lui qui a fait il y avait une autre 208 qui, elle, avait des voies plus larges. Et pourtant, c'est un choix qui fonctionne très bien pour Dorian Deslandes. Ses résultats le prouvent tout au long de la saison. Et eh bien, il a réussi à se défaire un petit peu de la menace de Jean-Michel Guérin. Et j'ai l'impression qu'il remonte quelque peu sur Xavier Gobil.
Peut-être Xavier Goubil qui est un petit peu de gestion également. On voit qu'il regarde dans le rétro. Un petit coup d'œil dans le rétro central lui permet de savoir un peu où il se trouve. Derrière, c'est la lutte. C'est pour la 5e place entre Le Roy, Drouillet et Guignard. C'est assez chaud, mais c'est une place honorifique qui ne permet pas de se qualifier en finale. Mais c'est la finale, donc ça ne permet pas de monter sur le podium. Mais il est encore sur les demi-finales. C'est une place pour l'honneur. Et ils ont de l'honneur, ces pilotes. Allez, c'était le tour joker pour Jean-Michel Guérin qui ressort devant Jean-François Blaise. Il avait effectué également un peu plus tôt son passage par le tour joker. Et là, le temps perdu en tout début de course est irrattrapable sur cette piste de Non, ici c'est impossible. Hein. Dès qu'un écart se creuse, c'est vraiment des écarts. Le rallycross c'est comme ça, c'est très serré, c'est des écarts au 10e. Dorian qui va rentrer dans le tour joker. Oui, c'est pour couvrir la stratégie de Jean-Michel Guérin parce qu'il n'y avait pas un écart très important entre les deux pilotes. Et là, on peut compter sur le spotter pour le dire. Il est très bien spoté dans des Landes puisque c'est spoté par Antoine Massé, champion de France Supercar de l'an passé. Donc il a les bonnes informations. On va rentrer dans le dernier tour. Il n'y a plus que le leader Xavier Goubil et sa Peugeot 306 qui doit s'engouffrer dans le tour joker. Normalement, son avance est suffisante pour lui permettre de ressortir devant et de s'imposer une nouvelle fois cette saison. C'est ce que la logique voudrait, mais la logique est facétieuse parfois en sport automobile. Bien sûr, il rentre tranquillement dans ce tour joker. Ça va ressortir, on va voir par rapport à Dorian Deslandes, ça ressort devant. Ouais, largement devant. Et il va s'imposer une 5e fois cette saison. Xavier Goubil devant Dorian Deslandes, 3e de cette coupe des 4. Jean-Michel Guérin et cette Peugeot 206 toute noire termine 3e. Voilà pour le dernier podium de la saison. Et la joie pour Dorian Deslandes. Et on se congratule avec Jean-Michel Guérin au terme d'une très belle passe d'armes, très sportive. Et le vainqueur s'appelle Xavier Goubil et c'est également le vainqueur de la Coupe de France D4 2019. Confirmation du classement, la 4e place pour Jean-François Blaise, la 5e pour Lucas Leroy, 6e Steven Drouillet, 7e Thierry Guignard et 8e Yann Lelay. On va écouter le vainqueur. Tous nos objectifs sont remplis, doubler le titre consécutivement, gagner toutes les courses du championnat. Et encore plein d'autres choses au niveau du team et tout. On a fait du boulot énorme et je pense qu'on peut partir assez fiers de nos deux succès. Ouais. Bon, la 306 va partir, elle n'a pas le choix. Elle sera plus homologuée. En revanche, Xavier Goubil est bienvenu pour poursuivre l'aventure, mais ce sera nécessairement avec une autre voiture de nouvelle génération. Ou une autre catégorie. Bien sûr. Et Dorian Deslandes qui termine sa saison en beauté avec un podium à nouveau après une victoire à Faleras et la 3e place du championnat. Derrière Jean-François Blaise et Xavier Goubil. Et la touche au champagne pour Dorian Deslandes. Et on va s'intéresser aux petits jeunes, mais avant cela, la voiture qui sera la leur la saison prochaine. Adieu la Twingo, place à la Clio. Et tout le monde attendait la présentation de cette nouvelle voiture. La voilà, cette Clio 3 qui va officier en rallycross, en rallye et en circuit. On voit déjà les petits jeunes qui ont très envie d'essayer cette voiture. Une voiture plus puissante, mais on va faire un petit tour des popotes pour savoir ce qu'ils en pensent de cette nouvelle voiture, de cette nouvelle Clio. Ça donne envie, clairement. Hein. Ouais, ça ressemble pas du tout à la Twingo, là c'est une vraie voiture de course. Hein. Là, ouais, je pense. Ouais, franchement, non, c'est une belle voiture. Je suis content de l'avoir enfin en vrai et on verra bien selon les budgets qu'on aura en fin d'année ce que ça donnera. En la voyant là ce soir, ça donne vraiment envie de directement aller en Clio. Avec mon titre de lauréate, ça pourrait être pas mal. C'est un plaisir de voir cette voiture naître. Voilà, ça fait maintenant 6 ans que la coupe Twingo R1 existe et maintenant il faut vivre avec l'air du temps et il faut passer à autre chose. Et cette Clio Cup, je pense qu'elle
Elle est très belle visuellement, techniquement, de ce que m'a dit mon coéquipier Guillaume, Guillaume de Rider, qui a eu l'occasion de rouler avec, il m'a dit que c'était une voiture très équilibrée, très saine. On prend d'énormes sensations et pour les jeunes pilotes, je pense que oui, c'est sûr qu'il faut passer par là. Il faut passer par des coupes de promotion, mais la voiture, je pense qu'elle va être très proche au niveau des temps des 1600 et des D4. On part de la base de la Clio RS Line. C'est une voiture avec un moteur de 1300 cm3 4 cylindres turbo. Sur la version de course, c'est un moteur qui donne 180 chevaux avec une couple de 300 Nm. Ça, c'est une vraie voiture de course avec boîte séquentielle, suspension de course, tout ce qu'il faut pour faire une vraie voiture de course. Ceux qui auront la chance de rouler dans cette voiture, je pense qu'ils vont s'amuser. Après, on ne l'a pas vu sur la piste, mais vu comme ça, ça a l'air d'être une belle voiture. On verra ça demain soir, après la finale. Eh oui, parce que voilà pourquoi Dylan Dufay s'intéresse de près à cette voiture, parce que le champion de France junior 2019 gagnerait un volant avec cette nouvelle voiture. Et Dylan Dufay est en lice, mais il est... voiture qui va vraiment changer la physionomie, une vraie voiture de course, rien à voir avec ce qu'était la Twingo. Voilà, une voiture très très performante et qui va continuer à rouler avec les pneus entre guillemets de série, donc il faudra être assez fin à son volant. Je pense que ça va être vraiment un peu la révélation de cette saison prochaine. Oui, mais avant cela, Dylan Dufay qui est arrivé leader du championnat de la voiture. Oui, du championnat de France junior. Avant de grimper dans cette Clio, eh bien, il faut qu'il conserve l'avantage qu'il a sur Clément Jean et Romain Masselin. Et il joue également le titre en Coupe de France Clio R1 où il n'y a pas de limite d'âge. Championnat junior pour les moins de 25 ans. Coupe Twingo jusqu'à présent pour tout le monde. Allez, c'est parti pour cette tour de piste. Qui était en pole position, pilote savoyard rapide également ce week-end. Il n'a pas forcément connu beaucoup de réussite cette saison et qu'il a la possibilité de conclure où ça se passe mal derrière. C'est Romain Masselin qui s'est fait ici un petit peu éjecter dans ce deuxième virage, le vainqueur de Mayenne. Et en tête, c'est Darmezin avec la Twingo toute blanche, harcelée par Dylan Dufay. Alors peut-être qu'il va y avoir un peu de stratégie parce que cette deuxième place lui suffit pour être sacré champion de France. Il est également bien renseigné. Il doit savoir ce qu'il a à faire également pour aller chercher ce titre. C'est le plus important pour lui. Oui, parce qu'il a un spotter qui n'est pas trop mauvais non plus. Un certain Cyril Raymond, il n'a pas de spotter. Un conseiller technique, on va dire. Ils ont été bien conseillés et je pense qu'il sait exactement ce qu'il a à faire ou pas. Oui, pas de spotter en Twingo. Ce sont les pilotes qui se chargent de la stratégie, mais Cyril Raymond, ancien vainqueur de cette catégorie, avant de passer au Super 1600, aurait pu lui donner quelques tuyaux, même si ce n'est pas en conditions réelles, c'est toujours bon à prendre. Bien sûr. Et l'attaque de Dylan Dufay sur Darmezin, avec du panache pour aller décrocher cette couronne. Troisième place, on retrouve Luc Derrien à bonne distance. Il y a ensuite Mathieu Moreau. Le Darmezin qui est vraiment un style fluide. C'est vraiment fait partie de ces jeunes qui montent, qui poussent et qui montent. Vraiment l'école des champions, je dirais, ces formules de promotion, ils font passer par là pour après gravir les échelons. Il faut qu'ils en profitent de changer les vitesses au levier parce que ça va changer dès l'année prochaine pour ces jeunes pilotes. Ça sera une boîte séquentielle. Avec la boîte séquentielle, et ça sera. Après, ça va dans l'air du temps. Toutes les voitures maintenant de course sont équipées pour la plupart de boîtes séquentielles. Donc ça va aussi dans la formation des jeunes d'avoir une voiture à la base équipée d'une boîte séquentielle. Toujours pas de tour joker pour les deux premiers. On se regarde vraiment entre les deux premiers là. Je pense qu'on s'observe. Ouais, ça serait beau pour Dylan Dufay d'aller gagner la dernière épreuve avec en plus le panache. Et attention derrière, le troisième Luc Derrien, lui, effectue son passage par le tour joker. On va surveiller l'écart qui le sépare. Une trajectoire différente entre les deux hommes, qui protège l'autre qui attaque. On a passé le cap de la mi-course. C'est fait pour Dylan Dufay. Qui se lance en premier. Bon, on prend tous les risques. Alors, est-ce qu'il va ressortir notamment par rapport à Luc Derrien? On est en compagnie de Dylan Dufay. Et ça ressort devant. Il conserve sa deuxième position. Lucas Darmezin qui devrait aller contrer directement, je suppose. Il a vu dans le rétro son adversaire direct était rentré dans le tour joker. Il était tellement présent qu'il sait qu'il n'est plus là. S'il n'est plus là, c'est que forcément il a fait un passage par le tour joker ou une erreur. Et derrière, il y a un petit pataquès.
c'est Gauthier qui... Il y a dû y avoir une histoire avant pour qu'il y ait un peloton assez serré avec une trajectoire bizarre. On est vraiment groupé. Oui, voilà. Darmezin. Joker pour Darmezin. Et il prend également tous les risques. C'est peut-être un petit peu moins fluide tout à l'heure que Dylan Dufas. Est-ce que ça va peut-être un peu trop non, ça va sortir de Volcan? C'est bon. L'écart à peu près exactement identique à celui qu'il était avant le passage par ton Joker. Il va assurer le coup, bien fermer les portes pour pas que Dylan Dufas mettre le nez d'un côté ou de l'autre, mais à la fois garder du rythme pour pas rester non plus sous la portée d'une attaque. Et regardez la différence, on a l'impression que la route est beaucoup moins large pour le leader avec sa Twingo blanche que pour Dylan Dufas. Complètement, les trajectoires sont différentes entre l'attaqué et l'attaquant. Et voilà, il y en a un qui essaye de fermer les portes, de conserver sa place, et l'autre qui cherche toutes les ouvertures possibles derrière. Peut-être un petit écart qui s'est quand même créé. Ouais, s'il y a un passage, il faudra passer par l'extérieur du virage, mais certainement pas par l'intérieur où là la porte sera fermée, mais complètement fermée, et il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle s'ouvre. Après, en plus, ils sont censés avoir tous la même voiture, donc il est très difficile d'arriver à faire un écart. C'est très net dans ce virage là, regardez, il y a du fait qui se décale complètement parce que c'est un enchaînement de virages. Il y a peut-être une possibilité de se décaler, de semer le doute dans la complètement et d'aller se montrer dans les rétros. Et voilà ce qu'il fait là, il va se monter dans les rétros de son adversaire, essayer de jeter un petit peu le doute. Bon, après, Lucas Darmezin, il a aussi l'expérience, il est assez pas tranquille, mais bon voilà, il a l'expérience, on voit il fait pas de faute devant, il ferme les portes correctement, il fait le job, il n'y a rien à dire. On arrive à être tranquille dans cette position quand on est harcelé par un adversaire derrière, alors qu'on est dans le dernier tour, on va s'approcher du dernier virage, et voilà, c'est fait pour très belle victoire. Lucas Darmezin qui s'impose devant Dylan Dufas, qui est le champion de France junior 2019. Il roulera donc avec la Clio l'an prochain. 3e place pour Luc Derien. La joie de Lucas Darmezin, et une belle victoire, méritée, bien contrôlée. Bien contrôlée, voilà, vraiment. Il a très bien roulé tout au long du week-end et ça conclut parfaitement. Avec une victoire devant le champion de France junior 2019, Dylan Dufas. 3e place pour Luc Derien, 4e place pour Mathieu Moreau, 5e place pour Maxime Morin, 6e Brandon Gauthier, Xavier Alero et Romain Masselin. On écoute les vainqueurs. Première victoire en championnat de France, donc c'est super, c'est génial. Durant cette saison, on a eu beaucoup de péripéties, donc de finir sur cette note-là, c'est super. Je remercie ma famille qui m'ont toujours aidé à me remonter le moral et à être présent à toutes les courses. Bravo Lucas Darmezin. Et puis c'est fait pour Dylan Dufas. Il voulait savoir à quoi il voulait essayer cette Clio. C'est chose Il aura l'occasion de le faire. En 2020. Il me fallait ce week-end être devant Clément Jean, c'est chose faite et on remporte le titre. Et je suis franchement hyper content pour moi et pour toute mon équipe avec tout le travail qu'on a effectué cette saison. Le travail paye et voilà. Le titre, le volant pour l'année prochaine et voilà, c'est parfait. Une saison quasi parfaite, donc c'est top. Eh oui, parce qu'en plus de remporter le championnat de France junior, eh bien, Dylan Dufas s'est également imposé dans la coupe Twingo R1. Et ils ont le droit de champagne la saison sur le podium. Ils ont le droit de le déboucher pour ça. Pas de le goûter. Voilà, confirmation du classement de la coupe où Dylan Dufas s'impose également devant Christophe Lorty et Mathieu Moreau. 4e place pour Romain Masselin. Voilà, on l'a débouché, on l'a pas bu, tout va bien. Et c'est pas complètement fini pour la Twingo, il y a également la Coupe Dame. Et à noter que l'an prochain, la Clio sera réservée au championnat de France junior et à la Coupe Clio R1. Et la Coupe Dame s'effectuera toujours avec ses uniquement en Twingo, voilà. Toutes les filles sont regroupées en Twingo. À part bien sûr si elles veulent aller rouler en Clio, elles auront le droit, mais la Coupe Twingo sera réservée aux féminines. Alors la Coupe Dame 2019 a déjà été remportée par Alizé Potier, mais depuis quelques courses. Bien malmenée par Mélanie Lefrançois qui est vraiment très rapide sur la fin du championnat et qu'on retrouve ici en tête. Et elle joue à domicile, Mélanie Lefrançois. Donc voilà. Devant Alizé Potier. En 2e position, on a Delaunay également en 3e position. Avec Constance Chrétien qui passe ici sur Delaunay, c'est bien fait. Là, à l'intérieur, c'était bien joué. Oh là, on s'en donne là, pour les filles. Pas complètement fini, la Twingo, il faut les garder. Elles vont rouler l'an prochain. Elles se lâchent un peu. Pour la dernière épreuve, on joue de la portière.
va récupérer celle des garçons l'an prochain. Donc, eh bien, regardez qui est en fait. François qui s'est envolé. Hein. Elle a oublié tout le monde. Elle n'a pas de problème de contact. Elle les a posés, comme on dit. Elle s'impose. On va écouter Mélanie Lefrançois. Juste après, on partira en publicité avant de se retrouver pour les finales des autres catégories. Je voulais vraiment la remporter pour toute ma famille, toutes les personnes qui sont là pour moi tout le long de l'année. C'est vraiment un moyen pour moi de les remercier. Et même pour mon père, ça fait vraiment plaisir de gagner pour lui aussi ici. Nous sommes de retour à Dreux pour les finales, les deux dernières finales. La finale Super 1600 qu'on va suivre juste à présent. Et ensuite, ça sera le Supercar avec la toute dernière finale de la saison. Le Super 1600, on va retrouver un invité surprise. Première manche en championnat de France pour le Suisse Yuri Belivski et une pole position. Il y aura également Yvonne Jagu. Jimiter Perrault également. Le lauréat du 2019, Nicolas Egouzan. Les deux Twingo sur la deuxième ligne. Valentin Comte. Martin Massé, David Moulin et Sadacia Sandero aussi à l'écran et Julien Ardenier. On retrouve vraiment tous les hommes forts hein. Pour cette conclusion du championnat. On retrouve tous les hommes forts de cette catégorie Super 1600. Ils sont tous là. C'est pour sa première sortie en championnat de France. Yuri Belivski parvient à s'imposer. Il ne l'aura pas volé. Non, après il a quand même aussi la voiture qui va bien et qui normalement lui permettrait de s'imposer assez facilement. En tout cas, le principe est le même que pour toutes les autres catégories. On part pour 7 tours de course, un passage par le tour joker et à l'arrivée les 3 premiers sur le podium. Et une cible, la cible c'est Yuri Belivski et son Audi A1 complètement à gauche de l'écran. C'est bien parti également pour Yvonne Jagu. Et Jimiter Perrault qui ne lâche pas. Et voilà, ça c'est. Jamais, il ne faut pas compter sur lui pour lâcher. C'est pas lui qui allait lâcher au premier virage. Ouais, ça touche fort derrière entre Nicolas Egouzan, Martin Massé, Yvonne Jagu. On s'en donne là également. David Moulin, là c'est les concurrents français qui sont un peu auto-éliminés dès ce premier virage. David Moulin également ici qui touche. Jimiter Perrault occupe la deuxième position. C'est lui qui s'en est le mieux sorti. Nicolas Egouzan qui se retrouve 3e, Yvonne Jagu 4e. Martin Massé 5e, Valentin Comte 6e, Julien Ardenier 6 et dans le tour joker. Il a raison Julien Ardenier, c'était un petit peu la cohue, ça va lui libérer la piste. Et là, attention à l'explication. Un problème arrière même pour Nicolas Egouzan, on a vu dans la remontée. Oui voilà, un problème sur le train arrière droit pour Nicolas Egouzan suite au départ. Le leader Belivski et son Audi A1. Avec une voiture, c'est vrai que la roue arrière intérieure dans les virages se soulève beaucoup moins que les voitures françaises. Les voitures de ses rivaux. Jagu, on est avec Nicolas Egouzan. Qui lâche rien et pourtant on l'a pas trop bien vu sur l'image mais on voit un petit peu la roue arrière droite et voilà, on la voit ici qui est partiellement cassée. Elle est rentrée sous la caisse, une chance la piste tourne à droite et dans les virages à gauche pas facile pour Nicolas. On va le voir là, on va arriver dans un virage à gauche dans pas longtemps pour Nicolas Egouzan. Ça va être compliqué pour Nicolas Egouzan de tenir toute la finale comme ça, il résiste parfaitement mais c'est quand même Yvonne Jagu qui est derrière. Yvonne Jagu pour l'instant 4e, on a vu la caméra embarquée. L'ouverture sur la Twingo. Alors va-t-il trouver avoir l'opportunité de tenter quelque chose, peut-être une stratégie décalée, un passage par le tour joker? Non, ça ne sera pas pour ce tour là pour Yvonne Jagu. Jagu ne se décale pas, qui reste comme ça bloqué derrière Nicolas Egouzan. Martin Massé dans le tour joker avec votre ancienne voiture, la Clio R3. La Clio R3. Et toujours Nicolas Egouzan qui précède Yvonne Jagu. C'est très fort, ce que fait Nicolas Egouzan avec une roue arrière, je dirais quasiment en moins. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de virages à gauche sur cette piste de Dreux. Non, ouais, c'est quelque part c'est ce qui peut avantager le pilote d'Attugo, mais c'est malgré tout pas facile. L'équilibre de la voiture est pas bon dans la ligne droite. Je pense qu'au frein, ce n'est pas non plus trop ça. Voilà, il faut. Et malgré tout, il met du rythme. Yvonne Jagu qui a pris la décision d'entrer dans ton joker, c'était peut-être la plus sage décision à prendre pour la meilleure solution. Il perdait énormément de temps avec Nicolas Egouzan et il a perdu une position face à David Moulin. Qui n'a pas pris le tour joker encore, donc ça peut encore se jouer. On voit aussi Valentin Comte ici qui met la pression à Martin Massé. On le voit bien, là c'est Yvonne Jagu avec la vue arrière d'Yvonne Jagu. On va voir maintenant ce que fait Nicolas Egouzan. Est-ce qu'il va les contrer tout de suite? Je pense qu'il faut qu'il aille contrer tout de suite Yvonne Jagu. Et que va faire David Moulin? Est-ce qu'il rentre tout de suite dans le tour joker ou est-ce qu'il attend un peu? Il va. Jimiter Perrault également. Voilà, Nicolas Egouzan derrière. Ça va être intéressant de voir où sort Yvonne Jagu. Pour Nicolas Egouzan. L'engagement de Jimiter. Et il sort devant. Et voilà. Il sort devant. Et qui essaye de décroiser ici un pilote qui est bien mieux placé à l'intérieur.
Et puis derrière, ça virage à gauche, ça va être injouable. Oh, il y a eu un contact là quand même. Contact ici, et il repasse. C'est chaud entre les deux hommes, là, entre la Twingo et oh là, on a retardé les deux en temps de freinage et ça profite à Martin Massé. Ouais, voilà. Beaucoup trop tard. On a vu Yvonique qui a pu ressortir, mais il a perdu du temps. On retrouve le leader qui rentre dans le carrosseur. Joker. Il reste que David Moulin du coup, mais la bagarre entre tous ces hommes va peut-être profiter à David Moulin. Alors pour les deux premières positions entre Belivski et Jimmy Terpero, c'est à peu près acquis. Pour la troisième place, rien n'est fait, peut-être pour Martin Massé. Martin Massé, Valentin Comte ou David Moulin qui n'a pas encore pris le tour Joker. Là, ça va être chaud là, entre tous ces hommes à la sortie du tour pour David Moulin. L'écart creusé par Yuri Belivski face à Jimmy Terpero qui n'est pas voilà, qui n'a pas été gêné, qui n'est pas le premier venu, qui connaît bien la piste. Et là, la victoire, mais sans histoire et sans appel pour Yuri Belivski. Première sortie en championnat de France et première victoire. Deuxième place pour Jimmy Terpero. Et pour la troisième place, c'est Martin Massé avec la Clio R3. Troisième. Quatrième, Valentin Comte. Et c'est peut-être une belle opération pour Valentin Comte qui lui jouait la troisième place du championnat Super 1600. Et du fait que Nicolas Houzan se retrouve septième. Il faut compter les points par rapport à Jimmy Terpero. Également. Il faut voir ce qui se passe au championnat, mais ça peut être une bonne opération. Et Nicolas Houzan termine 7e avec une malheureux pilote de la Twingo. Martin Massé, podium avec sa Clio R3. Le R3 qui avait Saint-Tertan gagné pas mal d'épreuves. Avec qui comme pilote? Je me demande bien. Ce serait pas vous? Jean-Sébastien Légion. Et la joie de Yuri Belivski, il s'était déjà imposé cette saison à Spa dans le cadre du championnat d'Europe Super 1600. Il récidive ici à Dreux devant Jimmy Terpero et Martin Massé. On va retrouver ces trois hommes sur le podium. Mais avant cela, on va écouter le vainqueur du jour. La première course que je dispute en France. C'est vraiment très sympa l'engouement qu'il y a pour cette catégorie ici. Là, c'est vraiment une piste différente de celle que je connaissais parce qu'il y a très peu de terre. Beaucoup de virages à droite. Les pneus gauche étaient vraiment fatigués à la fin du meeting. Et bon, c'est comme ça. Et c'est un mélange de portions rapides et de portions lentes. Une super piste, j'ai beaucoup apprécié. La joie de Martin Massé, troisième. La deuxième place pour Jimmy Terpero, qui a tout donné comme à son habitude. Et la victoire pour Yuri Belivski. Et on va s'intéresser maintenant au championnat de France Super 1600. Le titre avait été acquis de longue date pour Yvonique Jagut. Deuxième place pour David Moulin. Troisième place pour Valentin Comte. Un point. Un point face à Jimmy Terpero. Et Nicolas Houzan également. Face à Nicolas Houzan. Ça se fait tout jouer dans ce dernier final. Un final très serré avec Jimmy Terpero qui n'avait pas disputé toutes les manches. On va terminer par le bouquet final, la toute dernière course de la saison de la catégorie Supercar. Avec cette saison beaucoup de vainqueurs différents. Il y a d'abord eu Philippe Malouane qui s'était imposé à Essay. Ensuite François Duval, 3 victoires d'affilée à Châteauroux, Essay dans la Manche et Faleras. Samuel Peu s'était imposé à Lavarée, Fabien Paillet à Kerlabo, vous Jean-Sébastien à Pont-de-Rouan. Samuel Peu avait récidivé à Mayenne. Alors, est-ce qu'il va y avoir un nouveau vainqueur? Ça paraît difficile. Pourquoi pas? En tout cas, Samuel peut être très bien placé ici en pole position, à côté des deux frères Paillet. C'était vraiment les trois ogres ce week-end. Oui, je pensais justement à Jonathan qui lui pourrait peut-être, pourquoi pas, aller chercher sa première victoire. Souvent ici en deuxième ligne à côté de Stéphane Deganet, David Mélier. Fabien Chanoine, toujours redoutable à domicile. Et Emmanuel Anne, c'est cette dernière ligne. Alors, on va voir à l'envol. Tout peut jouer au départ entre Samuel Peu, Fabien Paillet et Jonathan Paillet. Samuel qui a réussi à améliorer ses départs par rapport au début de saison, qui arrive vraiment très bien s'envoler. C'est un gros travail en rallycross, ces départs, ça donne 90% de la course. Donc c'est vrai que chacun travaille énormément dans son coin pour
pour arriver à réussir l'envol parfait. Ah, c'est pas le seul à avoir travaillé parce qu'il y a eu de sacrés progrès de votre côté également par rapport en début d'année où c'était vraiment difficile. Pas vraiment dû à ma cause, mais c'est vrai qu'on a pas mal progressé. Allez, c'est parti. Pour cette tour de course, on est en compagnie de Samuel Peu. Au derrière, il y a un contact. Ça touche derrière. Et j'ai l'impression que c'est une... Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un crémaillère cassé suite au contact avec Fabien Payet, mais il y a également pas mal de contacts derrière. Voilà, c'est fini en ce qui me concerne. Dommage. Il y avait moyen de vraiment pouvoir peut-être sortir deuxième et de faire un podium sur cette dernière finale. Ça ne sera pas le cas. On n'a pas bien vu, mais j'ai l'impression que tout le monde il y en a un qui n'a pas freiné au moins, qui n'a pas embarqué tout le monde dans ce virage. Ça a pas mal touché. On ne donnera pas de nom. Non, pas le genre. Samuel Peu en tête devant Fabien Chanoine. On va revoir l'image. On voit l'image ici. Ouais, voilà là-bas derrière Stéphane Deganet qui monte sur Jonathan Payet. Bon, il y a le pylône qui cache un peu tout le monde, mais c'est vrai que tout le monde n'avait pas le même repère de freinage, on va dire. Alors, voilà. En fait, malgré tout, Samuel Peu a freiné très tard, même voire trop tard, parce que voilà, il s'en va là-bas au large. Moi, j'avais pris repère sur lui et c'était aussi un peu trop tard pour moi. Mais après, derrière, il y avait Stéphane Deganet, lui qui a freiné plus que trop tard, je pense. Et les frères Payet qui ont été les principales victimes, qui étaient toutes. Ouais, Jonathan qui avait déjà subi un peu les affres de la demi-finale et qui là, le pauvre se fait encore remonter dessus au départ de cette finale. Avec des bouts de carrosserie qui sont disséminés un petit peu partout au bord de la piste. Stéphane Deganet qui s'en sort bien parce qu'il y a... Ouais, il n'y a pas de mal sur la voiture. Et en tête, Samuel Peu. Samuel qui il finit les pneus et il donne tout ce qu'il a très vite. On a vu 6e vitesse, longue ligne droite. Et juste derrière lui, il y a Fabien Chanoine. Fabien qui s'est très bien débrouillé, qui a bien profité de ce départ et qui a réussi à passer entre les gouttes pour sortir deuxième. Emmanuel et les deux hommes étaient sur la dernière ligne. David Mélier également était sur la dernière ligne et Stéphane Deganet qui ressort derrière Jonathan Payet. Fabien Payet qui lui était dernier après la finale, enfin après le premier virage je veux dire, et qui est 5e, qui enchaîne vraiment des très gros temps autour, très rapides, qui va essayer de remonter au maximum durant cette finale. Et oui, il y a peut-être un coup à jouer, en tout cas c'est ce qu'on se dit pour Fabien Payet, même pour Jonathan Payet, parce que la voiture a l'air très abîmée, mais c'est de la cosmétique parce qu'elle roule très fort. Ouais, après c'est que des carrosseries en polyester ou en carbone sur ces voitures et c'est vrai que ça, lorsque ça touche, ça a vite fait de s'en aller. Et David Mélier justement a senti la menace, il s'engouffrait à son tour dans Joker pour contrer Jonathan Payet. Avec la porte sur la voiture de Jonathan Payet, beaucoup de dégâts en termes de carrosserie. Il y a peut-être d'ouverture pour Jonathan Payet. Non, j'ai cru qu'il allait s'engouffrer, mais il n'y a pas la place. Et la pluie qui commence à faire ses apparitions. Samuel Peu en tête devant Fabien Chanoine, 3e place. Alors on voit déjà Fabien Payet. Fabien Payet parce qu'Emmanuel dans le tour joker. Alors un avertissement pour le numéro 18, c'est pour Stéphane Deganet. Stéphane Deganet qui... avertissement et on voit Fabien Payet 3e qui n'est pas gêné et qui continue à pousser un maximum. Alors, on va voir par rapport à Emmanuel, mais je pense que maintenant Fabien est en train de s'envoler. Derrière on voit cette bataille entre David Mélier et Emmanuel Anne. Fabien Chanoine dans le tour joker. Comme Fabien Payet. La pluie qui arrive. Ça va ressortir. Ça ressort 3e pour Fabien Payet. Un très beau retour de Fabien Payet. Dernier au premier virage, 3e dans l'avant-dernier tour de course. Il reste encore un pilote qui doit passer par le tour joker. Ce sera Samuel Peu, le champion de France 2019. Le titre est acquis. Et voilà, des conditions qui commencent à devenir un petit peu compliquées parce que la pluie s'intensifie. Voilà. Samuel Peu, le leader dans le tour joker, voilà qui est fait à la sortie. Normalement, oui. Souci pour la marche. Le champion de France. On voit Fabien Chanoine derrière le deuxième, à bonne distance avec sa Clio. Dernier tour. Un virage à gauche. Alors, lui n'a pas actionné ses... On voit la pluie faire son apparition, mais il n'a pas actionné les essuie-glaces. En fait, c'est vraiment... c'est pas une pluie très intense. Il commence juste à tomber quelques gouttes. Donc, pour le moment, il n'y a pas de besoin. La piste est totalement sèche encore. Donc, tout se passe bien. Alors, Samuel Peu qui disait avant Mayenne que ça leur embêtait de devenir champion de France avec seulement une victoire. Donc, il y en avait eu une deuxième à Mayenne. Pourquoi pas une troisième ici à Dreux? Monsieur, 33%. C'est parti. 9 courses, 3 victoires. Et ben voilà, c'est fait pour Samuel Peu. Et la deuxième place pour Fabien Chanoine. Dans le virage, qui rajoute presque un peu trop. Et oui, j'ai l'impression que c'était pas complètement volontaire cette figure. C'était presque un peu trop. Avec Fabien Payet qui était très près derrière. Mais bon, tout s'est bien passé.
Et à domicile, eh bien, Fabien Chanoine. Fabien Chanoine en partant de la dernière ligne, arrivé deuxième ici sur sa piste fétiche, forcément. C'est vraiment un super résultat pour lui. Ouais, c'est son meilleur résultat de l'année. Il y avait déjà eu un podium, c'était à Pont-de-Rond, où il avait terminé troisième. Et il est forcément très soutenu par le public. Il évolue à domicile. Quel retournement, surtout qu'il venait il y avait un panneau juste marine, donc il ne fallait pas le toucher la voiture. Il s'est marié quelques jours avant l'épreuve. Et forcément, Fabien a une pensée émue pour son papa. Voilà, vous avez vu le panneau sur la voiture. Don't touch me, just married. Très heureux, toute l'équipe très content pour Fabien. Et voilà, on voit l'ensemble. Voilà, le rallycross, c'est un sport d'équipe également. Il y a les spotters, il y a les mécaniciens et un bon résultat, bien tout le monde le partage. Et tout le monde œuvre pour le réaliser. La confirmation du classement de cette finale, la 3e victoire de la saison pour Samuel Peu, le champion de France 2019. 2e place pour Fabien Chanoine, 3e place pour Fabien Payet, auteur d'une belle remontée. Et derrière, on retrouve à la 4e place Emmanuel Anne, 5e David Mélier, 6e Jonathan Payet, 7e Stéphane Deganet, 8e vous Jean-Sébastien, mais vous n'avez pas pu défendre vos chances. Abandon au 2e virage. On écoute le vainqueur, Samuel Peu. On a cherché les bons réglages et surtout préserver les pneus pour avoir des bons pneus dans les manches qualif et dans les demi. Et Fabien a haussé le ton dès les essais libres. Et après, j'ai haussé le ton un peu en manche. J'ai réussi à gagner ma Q3, ma Q4. Et du coup, ça m'a permis d'avoir la pole. Et c'est ce qui a un peu tout conditionné pour la suite des courses. Donc la demi, déjà, je partais en pole. Et j'ai assuré le frein. Et pareil en finale. D'autres questions? On est mort, on veut pas. Bon, du coup, ça montre beaucoup de choses. C'était. Bon, Samuel, ça montre beaucoup de choses. C'était une super saison. Ouais, top, magnifique. Je regrette rien. À part la casse à Carlabo et à Pont-d'Oran, et voilà, c'est du sport mécanique, donc on n'est pas à l'abri d'une casse. Après, non, j'ai passé un super week-end, je sais que j'étais dans le rythme avec Fabien, et après, en finale, il s'est passé ce qui s'est passé sur le départ, le virage est la ligne droite est assez courte, et du coup, il est arrivé ce qui est arrivé, donc... Et voilà, j'ai passé un super week-end. Et puis de finir sur une bonne note comme ça, c'est plutôt sympa. Ouais. Et bien voilà pour Samuel Peu, c'est une très belle année. C'est son 2e titre de champion de France en catégorie Supercar. Après celui qu'il avait conquis en 2011, déjà au volant d'une Peugeot. Non pas une 208 comme cette année, mais c'était une 207. On pourra regretter de ne pas avoir vu les frères Payet sur l'ensemble de la saison, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont été là, ils ont répondu présent ils étaient performants. En tout cas, nous, on a été ravis de passer cette saison en votre compagnie. Merci Jean-Sébastien. Merci à vous. Pour 2020, vous avez des projets? Ça sera le champion de France? Forcément, on a des idées. Maintenant, on va en discuter avec les partenaires et on va se laisser l'hiver. Je ne sais pas si je serai de retour en France. En tout cas, je serai ravi de revenir parmi vous pour commenter ce magnifique championnat. Eh bien, nous on donne rendez-vous la saison prochaine avec l'ensemble de ces catégories, le Supercar, le Super 700, non plus la Twingo, mais la Clio, sans oublier la D3 et la D4. On a la confirmation de votre titre de vice-champion, Jean-Sébastien, juste devant Philippe Malouagne. Et nous, on se donne rendez-vous la saison prochaine en 2020. Merci à tous pour votre fidélité et à très vite. Merci à tous, à très bientôt. Salut à tous.